Alors, c'est bon? Très bien. Alors, on va un petit peu voir l'étymologie. C'est en fait une constipation. C'est quoi? Ce sont des selles qui sont dures sur le plan étymologique, c'est-à-dire des selles qui deviennent impactées. Alors, il faut savoir que du point de vue épidémiologique, vous voyez que la constipation déjà est un problème de santé, non pas de santé publique, mais un problème de santé fréquent. Alors, la prévalence va entre 2 à 27%, mais en général, elle est à peu près, dans une population, elle est à peu près de 15%. Par contre, dans la population âgée, là, la prévalence varie entre 23 jusqu'à 55%. Mais il y a aussi, vous savez que même actuellement, on rejoint un petit peu le mode de vie occidental. Et il ne faut pas se voiler la face. Nous avons beaucoup de sujets âgés. Néanmoins, on reçoit, nous, parce qu'on prend en charge, nous avons une convention avec les services, la DAS. Donc, on reçoit les patients âgés qui sont dans des maisons, on va dire, de vieillesse, âgesse, comme on dit chez nous. Et il y en a beaucoup. Et sincèrement, depuis 2 ans, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sujets âgés qui sont placés dans ces institutions, en Algérie, dans des grandes villes. Alors, c'est très difficile à concevoir, mais ça existe. Et dans ces institutions, alors là, la prévalence peut aller jusqu'à 80%. Alors, il y a toujours une prédominance féminine par rapport à la constipation fonctionnelle. Ça va de soi, surtout lorsque les sujets sont âgés à partir de 50 ans, parce qu'il y a une diminution des hormones, alors surtout féminine. Alors, pour la définition, il faut savoir qu'il y a eu une nouvelle définition. Alors, je n'ai pas trop voulu compliquer la chose, mais il faut savoir que nous avons plusieurs fois vu ça ensemble. Il y a ce qu'on appelle les critères de RAND4 qui permettent le diagnostic des pathologies digestives fonctionnelles. Alors, concernant la constipation, il y a eu une nouvelle définition. Alors, c'est quoi? Il faut savoir qu'il faut avoir alors moins de 3 selles par semaine sans laxatif, parce que les sujets âgés ont tendance à prendre des laxatifs, alors que ce soit des laxatifs irritants ou des laxatifs osmotiques, mais il faut voir, il faut pendant au moins de 3 selles par semaine sans laxatif, associé à au moins un des symptômes suivants, alors pendant 12 semaines au cours des 12 derniers mois. Alors ça semble un petit peu compliqué, cette définition, mais on va voir, on va la simplifier. Alors, associé à des selles dures ou fragmentées, effort de poussée ou sensation d'évacuation incomplète. Alors là, il faut bien préciser avec le mal, bien l'interroger, parce que souvent, ce sont des patients qui vous disent « je sens que mon ampoule rectale n'est pas vide, que je n'ai pas bien évacué, malgré que les selles ont une consistance normale ». Alors là, c'est un critère très important à prendre en considération. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dyskinésie, qui est les constipations terminales. Pourquoi? Parce que l'ampoule rectale, elle aussi, vieillit avec l'âge. Alors, on a simplifié un petit peu les critères de diagnostic d'une constipation chronique. Alors là, vous avez le nombre de selles, donc la dernière semaine, l'exonération, type d'exonération, et la consistance des selles. Alors, c'est simple, vous avez, si c'est supérieur ou égal à 3, là, c'est une constipation. Alors, vous allez demander à votre patient, par exemple, combien de selles par semaine. Si il y a donc plus de 3 selles, on va mettre 0 au niveau de cet item. Alors, 3 selles, c'est 1, moins de 3 selles, c'est 2, et ainsi de suite. Et on va calculer ce score lorsqu'il est supérieur ou égal à 3. Alors là, on peut retenir le diagnostic de constipation chronique chez le sujet âgé. Alors, c'est un score qui permet de faciliter et plus facile que la définition elle-même. Alors, il faut savoir, je l'ai dit et je le redis toujours, il faut que chaque praticien ait au moins cette échelle de Bristol sur son bureau. Pourquoi? Parce que ça facilite un petit peu la communication avec le patient. Vous savez que chez nous, dire au patient quel est l'aspect de votre selle, de vos selles, c'est un sujet un petit peu que le patient ne veut pas aborder. Alors, quand vous lui dites que le type d'aspect, alors qu'est-ce qu'on donne? On lui donne cette fiche et on lui dit à peu près quel est le type des selles qu'il a. Et vous voyez que la constipation, c'est le type 1 et type 2. Alors, chez nous, il y a souvent une expression
vous m'excusez de vous la dire, en arabe, il faut toujours c'est-à-dire comme les ovins. Donc là, c'est très explicite, c'est une constipation, d'accord? Mais je préfère que vous ayez cette fiche sur votre bureau, comme ça, vous pouvez mieux communiquer avec votre patient. Alors, du point de vue physiopathologique, alors là, il faut toujours éliminer une constipation d'origine organique pour retenir la constipation fonctionnelle, malgré que nous avons de nouvelles définitions, etc. Mais il faut toujours éliminer, d'autant plus qu'on est chez une population particulière, c'est le sujet âgé, c'est-à-dire c'est une population dont l'âge est supérieur généralement à 65 ans. Donc, il faut essayer toujours d'éliminer une pathologie organique. Alors, la constipation fonctionnelle, du point de vue physiopathologique, c'est une constipation donc chronique sans lésion organique, dû soit à un ralentissement du transit, c'est-à-dire que normalement nous avons un temps de 8 à 20 heures pour le transit colique, soit à un trouble de l'évacuation rectale. Et généralement, ce sont les troubles d'évacuation rectale qui sont les plus fréquemment retrouvés chez la population âgée, en gériatrie, et c'est elle qui est responsable de ce qu'on appelle du fécalome, l'impaction des selles, qui est très difficile, dont il faut rechercher systématiquement. Alors, vous voyez que le temps du transit, c'est généralement un temps de transit, généralement, c'est 8 à 12 heures. Donc, en plus de cela, chez un sujet âgé, on va avoir ce qu'on appelle le ralentissement dû au vieillissement des fibres musculaires. Donc, on peut avoir un transit entre 30 et 120 heures. Alors là, vous voyez que nous avons aussi des anomalies de la statique pelvienne. Alors là, c'est très difficile de faire le diagnostic à l'interrogatoire et à l'examen clinique standard, normal. Donc, il faut toujours, chez un patient qui se plaint de constipation, ou parfois chez des patients qui ne se plaignent pas de constipation, chez la population vraiment âgée, il faut la rechercher. Donc, il faut toujours faire un examen aussi proctologique. Et c'est un examen proctologique aussi dynamique. C'est-à-dire, non seulement on examine avec le toucher anorectal, je précise, faire une anoscopie, mais aussi dire aux patients de faire un effort de pousser. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre en évidence ce qu'on appelle, nous, les rectocèles. Et c'est très fréquent. Quand on voit des malades, systématiquement, on leur demande, on fait un examen proctologique systématique, complet, avec l'effort de pousser, on s'est rendu compte qu'il y avait non seulement beaucoup de prolapsus rectal, mais chez les femmes aussi un prolapsus vaginal. Donc, là, c'est un problème qui doit être pris en charge, non seulement par le médecin, mais aussi en collaboration avec le chirurgien. Donc, c'est très important. Et ça, c'est une des causes des troubles de l'exonération. Alors, pour la constipation organique, c'est une exploration qui est presque obligatoire chez le sujet âgé, même s'il n'y a pas de signes d'alarme, même s'il n'y a pas de signes de gravité. Alors là, il ne faut pas donner un traitement symptomatique d'emblée comme chez les sujets âgés de moins de 50 ans. Et il faut savoir qu'en Algérie, le cancer colorectal, alors c'est le premier cancer, tous sexes confondus, les deux sexes confondus. C'est le premier cancer, il faut savoir qu'il représente à peu près entre 20 à 25% des cancers digestifs qui eux-mêmes représentent 50% des cancers en Algérie. Donc, vous voyez que c'est très important. Alors là, le cancer colorectal, c'est dû à une obstruction mécanique, les compressions extrinsèques, les sténoses coliques non tumorales, surtout dues à des diverticulites à répétition, des colites ischémiques qui se voient de plus en plus chez notre population, et des sténoses anales, surtout post-chirurgie hémorroïdaire ou pour fissure anale. Alors là, vous voyez, par exemple, ça c'est une tumeur colique. On voit ici des diverticules, on les voit bien, et qui sont responsables de ce qu'on appelle de la diverticulite. Mais il y a aussi
certains facteurs de risque qui, on va dire, aggravent cette constipation, d'autant plus que chez une population bien particulière qui est la population gériatrique. Alors il faut toujours, alors le professeur Sihmed a parlé des interactions entre l'astéatose, l'endocrinologie, la cardiologie, etc. Oui, l'être humain, comme il a dit, ce n'est pas des organes, c'est un tout. Donc quand on examine un patient, même si on est omnipraticien, si on est pathologue, si on est gastroentérologue, il faut examiner le patient complètement, faire surtout la première consultation, une fiche avec un interrogatoire exhaustif. Alors, il y a certaines pathologies endocriniennes et métaboliques qui aggravent, voire qui pérennisent cette constipation, surtout le diabète. Et je pense, j'ai cru comprendre que hier, vous en avez débattu. Il y a aussi les hyperparathyroïdies, l'hypercalcémie, l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, c'est la première cause de constipation chez la femme, donc en Algérie, donc il ne faut pas l'oublier, l'hypocalémie, l'urémie. Il y a certaines maladies neurologiques. Et actuellement, il faut savoir aussi que les psychopathologies, ou ce qu'on appelle la prise de neuroleptiques, on va voir, les médicaments, c'est une cause importante, la prise de médicaments neuroleptiques, c'est une cause très importante de constipation. Et vous allez voir, nous avons un algorithme, il va devant toute prescription de neuroleptiques, il faut prescrire un laxatif. Donc ça, c'est très important pour quand vous allez prescrire un traitement chez un patient âgé parce qu'il a une maladie, un Parkinson, un syndrome extrapyramidal, etc. Il ne faut jamais oublier de prescrire un laxatif associé. Alors, il y a aussi les habitudes et styles de vie. Et là, c'est très important. Vous savez que la société algérienne a changé. Les sujets âgés, nos parents ne vivent plus avec leurs enfants, les petits-enfants, etc. Et là, ça a un retentissement à peu près psychologique. Alors, ce sont des patients actuellement, ce sont des patients qui ont un régime pauvre en fibres. Alors, l'apport hydrique est insuffisant. Vous savez que le sujet âgé, de plus en plus, quand ils sont seuls, alors ils ont une petite dépression, ils n'arrivent pas à bien s'alimenter. Ils n'ont pas cette envie, ce besoin de boire de l'eau. Alors, quand ils viennent, on leur dit, vous buvez de l'eau, etc. Ils vous disent, de temps en temps, ou avec les médicaments. C'est-à-dire c'est la seule façon de prendre. Alors il faut les obliger. Et surtout le mois d'hiver aussi, parce qu'il y a le chauffage. Et ils oublient de prendre, parce qu'ils n'ont pas cette envie de prendre de l'eau, de boire. Donc il ne faut jamais oublier que mois d'hiver rime aussi avec déshydratation chez le sujet âgé qui peut provoquer aussi des constipations. Et bien sûr, l'inactivité physique, ce sont des personnes qui restent dans la maison, ils ne sortent pas, et ça complique non seulement la maladie, mais aussi la prise en charge de la maladie. Alors, vous voyez que certains médicaments, peuvent aggraver ou entraîner une constipation. Et vous voyez le nombre de médicaments, même certains médicaments que le patient achète lui-même chez le pharmacien, c'est en vente libre. Alors il a des petits reflux, il va acheter des antiacides, des antidiarrhéiques, des supplémentations en calcium en fer. Et actuellement, avec les publicités qu'on a et les réclames qu'on a à la télévision, on en parlait hier, alors il va acheter des compléments, etc., sans savoir que ces compléments alimentaires peuvent aggraver ou entraîner une constipation chronique. Et les anti-inflammatoires, bien sûr, et surtout pour les anti-inflammatoires, quand on a des diverticules, le risque, c'est d'avoir des diverticulites, des sténoses coliques, c'est des petites inflammations. Donc, on va avoir des sténoses ou des diverticulites qui vont se compliquer. Et là, c'est parfois, on est obligé de faire passer le patient en chirurgie quand il y a plusieurs épisodes ou quand il y a des complications. Alors, néanmoins, devant toute constipation chronique, il faut rechercher les signes d'alarme. Et les signes d'alarme, c'est quoi? C'est la présence de sang, c'est une anémie, des rectorragies, prolapsus rectal, perte pondérale. Alors là, l'examen recommandé, c'est la colonoscopie. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours, la hantise du cancer colorectal en Algérie, c'est le sujet âgé. Donc, il faut toujours éliminer un cancer colorectal. Alors, il y a aussi certaines explorations qui sont systématiques. Alors, c'est la glycémie, la calcémie, la créa, la TSH et la numération formile sanguine, plus la protéine C, c'est pour surtout rechercher un syndrome organique. Alors, la coloscopie totale, parfois,
parfois, ce sont des sujets qui n'arrivent pas à supporter une colonoscopie, même sous anesthésie générale, parce qu'ils sont multitarés, ils ont un diabète mal équilibré avec de l'HTA, parfois ce sont des maladies neurologiques type AVC, etc., qui compliquent la chose. Alors là, on peut utiliser le coloscan, ou ce qu'on appelle la coloscopie virtuelle. Alors ça, c'est une colonoscopie qui nous permet aisément de voir ces processus tumoraux, mais on peut aussi s'aider dans le cadre du dépistage. Alors, quand on a, par exemple, au niveau du coloscan, c'est la colonoscopie virtuelle, un processus ou un polype, là, on est obligé de compléter par une colonoscopie. Alors là aussi, ce sont des explorations qui nous permettent de comprendre le mécanisme. Est-ce qu'il y a un ralentissement ou non du transit, ce qui permet d'expliquer les constipations fonctionnelles. Alors, il y a une forme particulière chez le sujet âgé. Et là, à chaque fois, je le dis, je le répète, parce que nous avons, nous, certaines occasions qui aggravent la constipation. En dehors des autres facteurs qui ont été décrits. Alors, c'est au cours du mois de Ramadan. Alors là, je le dis, je le répète, même si on n'est pas, si le mois de carême est passé, nous avons une population âgée qui, même s'il y a une contre-indication aux jeunes, jeûne malgré le conseil ou l'interdiction du médecin. Et un sujet âgé qui jeûne et qui prend pas beaucoup de fibres, qui ne prend pas à longueur de journée ses fibres, son traitement, etc., là, ça entraîne ce qu'on appelle l'apparition des fécalomes. Et généralement, au bout de 5e, 6e jour, nous avons des patients qui viennent ou qui sont ramenés plutôt par leurs enfants ou par les institutions et qui présentent des douleurs abdominales, un syndrome presque pseudo-obstruction intestinale, pseudo-occlusif, et c'est des véritables fécalomes parce que les selles vont s'impacter, vont devenir dures. Alors là, chez ces patients-là, avant le mois de Ramadan, 2-3 jours avant le mois de Ramadan, il faut commencer à donner systématiquement un laxatif type osmotique, et pendant tout le mois, il faut laisser ce laxatif. Et on va éviter les fécalomes, les situations d'urgence. Pourquoi? Parce que le fécalome, le traitement, bien sûr, il est très difficile. Ça dépend de la taille du fécalome, mais surtout, s'il est très dur, on n'arrive pas. Parfois, on peut être amené à le fractionner manuellement. Et c'est très douloureux. Donc, parfois, ça nécessite même une petite anesthésie générale pour essayer de relâcher le sphincter et essayer d'introduire donc la spatule. Alors, il y a des petits conseils, c'est de mettre des petits lavements par des laxatifs osmotiques qui, eux, vont aboutir au amollissement donc de la selle, et vous pouvez le fractionner, c'est-à-dire avec moins de dégâts sur le sphincter, l'appareil sphinctérien, car il ne faut pas oublier qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'incontinence anale du sujet âgé. Donc vous voyez, c'est toujours quand on prend un sujet âgé, il y a toujours cette incontinence anale qui est associée à ce fécalome, donc c'est un dilemme, donc il faut toujours bien prendre en charge et bien penser au pronostic du sphincter anal. Alors, pour les traitements, vous les connaissez tous. Alors, il y a les règles hygiéno-diététiques, bien sûr. Il y a les traitements pharmacologiques. Donc, on voit ici que les musclages, par exemple, augmentent la quantité de fibres et d'eau des selles. Il y a les stimulants, donc augmentent la motilité colique par stimulation du système nerveux. Il y a les émollients qui amollissent et ramollissent la selle. Et les laxatifs osmotiques qui sont les plus fréquemment utilisés en Algérie, qui retiennent l'eau colique et amollissent la selle. Alors, vous voyez que les différents médicaments, ça c'est pour vous les différents médicaments, alors vous notez alors le niveau et le grade, donc ça c'est évidence-based médecine, vous voyez que tous les médicaments à peu près sont efficaces. Alors il faut savoir qu'en Algérie, on ne dispense pas de tous les médicaments. Alors on a surtout les laxatifs osmotiques, type lactulose. On peut avoir aussi les PEG, polyéthylène-glycol et autres. Alors, les autres ne sont pas toujours disponibles, d'autant plus actuellement, nous avons une pénurie. Alors, je vais vous en parler un petit peu du mécanisme du lactulose. Alors, vous savez qu'on l'utilise, nous, gastroentérologues, pour le traitement de la constipation, mais il est aussi utilisé en hépatologie dans le cadre de traitement des encéphalopathies hépatiques. Et on l'utilise toujours. Alors, le lactulose, c'est quoi? C'est des disaccharides de synthèse. Donc, c'est une combinaison de galactose et de fructose. Alors là, nous avons souvent des patients qui vous disent « Oui, j'ai arrêté le traitement parce qu'il est sucré et je suis diabétique, etc. » Alors, il faut les rassurer d'emblée. C'est un médicament
suspension, sachet, qui est sucré, qui a un goût sucré, mais qui n'est ni digéré, ni absorbé au niveau de l'intestin. Donc, il n'y a pas vraiment de contre-indication chez les patients qui sont diabétiques. Donc, ils agissent en augmentant l'osmolarité intraluminale et subissant sous l'effet de la flore intestinale, ils vont subir ce qu'on appelle une fermentation, ce qui va entraîner la fabrication d'acides lactiques, des acides organiques. Alors, la posologie quotidienne, elle est de généralement 1 à 3 cuillères à soupe ou 1 à 3 sachets. Alors, il y a surtout la forme en sirop chez nous. La forme en sachet, elle n'existe pas, elle est très rare. Alors, il faut savoir que leur effet laxatif n'apparaît que 2 à 3 jours de traitement. Leur administration s'accompagne parfois de ballonnements et de flatulences, surtout entre le 2e et le 5e jour. Alors là aussi, il faut bien expliquer aux patients. Je vous ai dit que le mois de carême, il faut toujours commencer 2-3 jours avant, donc le lactulose, les laxatifs osmotiques. Et quand on a des patients qui ont déjà un ballonnement abdominal, des troubles fonctionnels intestinaux, ballonnement abdominal, alors il faut leur expliquer que pendant les 2-3 jours, les 2-3 premiers jours, ils vont avoir quand même un petit ballonnement, des petites flatulences, mais ceci va se réguler au bout du 5e jour. Donc, il faut leur dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Au bout du 5e jour, vous allez avoir cette disparition. Une fois que vous allez avoir un transit qui est accéléré, vous allez avoir une diminution de cette flatulence et de ce ballonnement abdominal. Alors, la mélanose, il faut toujours expliquer et sensibiliser vos patients, surtout les sujets âgés, qui ont tendance à prendre ce qu'on appelle les laxatifs irritants. Hein, et généralement, ça les soulage, parce que c'est souvent une constipation terminale, donc d'exonération. Et les laxatifs irritants vont permettre une bonne exonération, donc ils vont l'utiliser. Et le risque, c'est d'avoir ce qu'on appelle la mélanose rectale. Donc les laxatifs irritants, il faut les éviter au maximum. Alors, cette plaque, elle est très simple, mais il faut bien la garder en tête, surtout chez le sujet âgé. Alors, cette plaque explique les différents paliers. Nous avons le palier numéro 1, le palier numéro 2 et le palier numéro 3. Alors, le palier numéro 1, c'est les mesures non médicamenteuses, c'est-à-dire les règles hygiéno-diététiques, c'est l'exercice physique, l'enrichissement de la nourriture en fibres, c'est boire beaucoup d'eau, l'hydratation. Alors, le palier numéro 2, nous avons le 2A et le 2B. Laxatifs non irritants, c'est surtout les laxatifs, les émollients, mais surtout les laxatifs osmolaires, osmotiques, type lactulose. Et nous avons les laxatifs irritants. Alors là, c'est ce qu'on met, c'est-à-dire ce sont les produits en canule qu'on met directement au niveau de l'ampoule rectale et qui entraînent au bout de 10 à 15 minutes une réaction qui permet une exonération. Et il y a les lavements, car il ne faut pas oublier que parfois, même les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces. C'est les patients âgés, alités, qui ont une maladie, par exemple Parkinson, AVC, et qui sont déjà sous médicaments neuroleptiques, antidépresseurs. Alors là, on est obligé parfois de passer à ce qu'on appelle des lavements évacuateurs. Et malheureusement, ce sont des lavements qui sont très astreignants pour le patient et pour le personnel médical. C'est généralement 2 à 3 fois par semaine. Alors là, vous allez voir la conduite à tenir devant une constipation actuellement. Alors, la constipation est confirmée devant un score qui est supérieur ou égal à 3. Une fois que vous avez confirmé votre constipation, alors vous allez voir est-ce que le patient est sous opiacé, en fin de vie ou avec une maladie neurologique. Donc là, vous voyez, c'est le palier 2B, c'est-à-dire on va donner quoi? On va donner un traitement laxatif irritant. Alors, vous voyez qu'on recherche toujours les signes d'alarme que nous avons vus. Parfois, un examen abdominal inquiétant, défense, douleur, bruit rare, tonalité anormale. Alors là, il faut toujours faire ce qu'on appelle des investigations radiologiques ou colonoscopie. Alors, en troisième, c'est la recherche des pathologies pouvant conduire à des troubles de l'exonération. Donc là, il faut toujours faire un toucher rectal, masse palpable, fécalome, douleur hémorroïdaire, troubles au tonus sphinctérien. Là, il faut un examen du plancher pelvien pour rechercher, comme je vous ai dit, une surtout rectocèle. L'examen de la paroi abdominale, parfois des hernies, défauts musculaires, obésité, globe urinaire ou vésical peuvent aussi compliquer et entraîner une constipation chronique. Donc, c'est des investigations proctologiques, gynécologiques. Et là aussi, selon le palier, c'est éventuellement 2A, c'est-à-dire les laxatifs non irritants.
Alors, rechercher les facteurs pouvant conduire à des troubles de la progression du bol fécal. C'est ce que nous avons vu, c'est surtout les maladies endocriniennes. Donc, et on sait qu'actuellement, il y a souvent, les patients sont souvent atteints de comorbidités, diabète, syndrome métabolique. Donc là, il faut corriger ces facteurs étiologiques, traiter selon le palier numéro 1, c'est-à-dire selon les règles hygiéno-diététiques, éventuellement 2A. Alors les médicaments entraînant une constipation, surtout les médicaments neuroleptiques, alors si on peut les supprimer ou s'ils ne sont pas indispensables, mais parfois, c'est le palier 1, parfois on est amené à traiter avec des laxatifs osmotiques. Alors, améliorer les mesures hygiéno-diététiques, surtout de la vie, alimentation, hydratation et surtout mobilité. Alors là, quand on a des troubles, surtout chez les patients qui ont une dépression, qui vivent seuls ou qui vivent en institution, alors là, c'est surtout en premier lieu essayer d'améliorer les règles hygiéno-diététiques. Alors là, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose. Alors, vous voyez, c'est selon, donc, est-ce que G2, après constipation, ou J3, c'est le troisième jour sans sel, et c'est la même conduite à tenir, mais là aussi, il faut toujours, en matière de constipation aiguë, c'est-à-dire récente, là, il faut toujours un avis médical d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours penser à l'occlusion, à la colite ischémique, c'est le sujet âgé. Il ne faut jamais oublier les colites ischémiques quand vous avez des patients qui présentent des troubles du transit, que ce soit diarrhée le plus souvent avec des rectorragies, parfois constipation avec douleur abdominale. Il ne faut jamais oublier de penser aux colites ischémiques. Alors là, c'est très important. Ça a été tiré de la Société française de gastro-entérologie, alors qui a été publié dans la revue Hépatogastroentérologie. Alors la constipation chez les malades neurologiques. Et vous voyez que d'abord, il faut toujours faire un examen clinique et un interrogatoire important afin d'éliminer une cause organique ou les causes qui peuvent aggraver donc une pathologie, une constipation. Alors, lorsqu'on a une dysynergie anorectale, là, c'est la rééducation, donc avec des suppositoires, avec une grade C, recommandation de grade C. Alors, parfois, ce sont des toxines botuliques. Alors, pourquoi? Parce que nous avons souvent, alors quand l'ampoule rectale se contracte, nous avons ce qu'on appelle un anisme, c'est-à-dire une contraction qui reste du sphincter anal. Il n'y a pas une coordination entre la contraction, parce que quand on a normalement l'effort d'exonération, et là aussi, j'aimerais vous dire que l'utilisation du siège turc par rapport au siège anglais, là aussi, ça permet une amélioration de la défécation. Mais il y a toujours un mais en médecine, un sujet âgé qui a de l'arthrose, etc. Est-ce qu'il peut utiliser un siège turc? Non. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut essayer de remonter un petit peu les genoux afin d'entraîner une ouverture du sphincter anal avec une élévation des releveurs de l'anus. Alors là, il y a aussi les troubles de la statique pelvienne. Alors là, quand on a des rectocèles, surtout lorsqu'il est associé à un prolapsus gynécologique, c'est la chirurgie. Alors, quand on a une constipation de transit associée, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut des massages abdominaux. Vous voyez que quand même, c'est une recommandation de grade B. Des laxatifs. Alors, en cas d'échec, on peut donner un traitement propulsif. Alors, parfois, les troubles de la perception rectale. Alors là, vous savez, vous avez souvent des malades qui viennent et qui vous disent il faut que je mette mes doigts pour pouvoir évacuer. Alors là, c'est très important. Alors, c'est une manœuvre qui permet, lorsqu'elle permet une évacuation de l'ampoule rectale, elle peut être utilisée. On associe souvent des suppositoires, mais dans les cas vraiment rebelles à ces différents traitements, donc les lavements, des petits lavements. Alors, ce sont des petits lavements au sérum salé, mais tièdes, mais parfois on peut rajouter alors du lactulose. Ça permet un petit peu de ramollir la selle et d'entraîner cette fermentation, cet acide lactique qui va permettre une petite diarrhée. Alors, il y a les évacuations rectocoliques, l'irrigation transanale et surtout l'irrigation anti-rogate. Alors, s'il y a un message à retenir, les sujets âgés constipés se plaignent davantage de difficultés d'exonération que de la rareté des selles. C'est surtout, je vous ai dit, ils ont un effort, ils ont une perception qu'ils n'ont pas très bien évacué leur ampoule rectale. Alors là, c'est un signe très important à prendre en considération.
le vieillissement colique, anorectal, les troubles cognitifs, ainsi que des effets secondaires des médicaments participent à l'aggravation des troubles de l'exonération. Le traitement de la constipation est avant tout conservateur. Les laxatifs sont généralement utilisés en association. Leur mode d'action, leur efficacité devraient être évalués systématiquement à chaque consultation. Et je vous remercie de votre attention.